Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 19. Non seulement Pinocchio se fait voler ses pièces d'or, mais il écope en plus de 4 mois de prison. La marionnette, revenue en ville, compta les minutes une à une. Quand il eut paru que c'était l'heure, il reprit sans tarder le chemin du champ des miracles. Il pressait le pas et son cœur battait à tout rompre. On aurait dit une grosse horloge de salon faisant tac-tac, tac-tac, tac-tac. Tout en marchant, il pensait « Si sur l'arbre, au lieu de 1000 pièces, j'en trouve 2000, ou même 5000, et si j'en trouvais 100 000, quel grand monsieur je deviendrais! Je pourrais avoir un grand palais plein de petits chevaux de bois avec leur écurie pour m'amuser, une cave remplie de liqueurs, un magasin entier de fruits confits, de tartes, de brioches, de gâteaux aux amandes et de cornets à la crème. » Il rêva ainsi jusqu'au moment où le champ fut en vue. Là, il s'arrêta et regarda. Peut-être pouvait-il déjà apercevoir son arbre chargé de pièces d'or, mais il ne vit rien. Il s'approcha d'une centaine de pas, toujours rien. Entrant dans le champ de miracles, il se dirigea vers le trou où il avait enterré ses sequins. Rien, il n'y avait rien. Pensif, il sortit une main de sa poche et se gratta longuement la tête, oublieux des bonnes manières. C'est alors qu'un grand rire se fit entendre. Levant la tête, il vit un perroquet qui se lissait les quelques plumes qui lui restaient. « Pourquoi ris-tu » lui demanda Pinocchio, sans plus de cérémonie. « Je ris parce qu'en me lissant les plumes, je me suis fait des chatouilles sous les ailes. » Pinocchio resta là. Il se dirigea vers l'étang, remplit d'eau l'une de ses chaussures, et revint arroser l'endroit où il avait semé ses pièces d'or. Mais un autre rire, encore plus impertinent que le premier, résonna dans l'espace silencieux du champ isolé. « Bon, on peut savoir exactement ce qui te fait rire, perroquet mal éduqué ?» questionna la marionnette, qui commençait à s'énerver. « Je ris de tous ces nigauds prêts à faire n'importe quelle bêtise et qui se font avoir par plus malin qu'eux. »« De qui tu parles, de moi ?»« Mais oui, je parle de toi, mon pauvre Pinocchio, qui est assez simplé pour croire que l'on sème et que l'on récolte l'argent dans les champs, comme on fait pousser des haricots ou des citrouilles. Moi aussi, il m'est arrivé d'y croire, et aujourd'hui, crois-moi, je le regrette. Aujourd'hui, mais c'est un peu tard, je sais que pour amasser honnêtement un peu d'argent, il faut d'abord savoir le gagner, soit en travaillant de ses mains, soit en faisant fonctionner son cerveau. « Je ne te comprends pas, » répliqua la marionnette, qui commençait cependant à avoir peur. « Attends, je vais être plus claire, » renchérit le perroquet. « Sache donc que, pendant que tu étais en ville, le renard et le chat sont revenus, qu'ils ont déterré tes pièces d'or, et qu'ils se sont sauvés avec, filant comme le vent. Celui qui réussira à les retrouver sera un champion. » Muet, ne voulant pas croire ce que lui disait le perroquet, Pinocchio s'acharna à creuser avec ses ongles, là où il venait d'arroser la terre. Il creusa tellement qu'il réussit à faire un trou si profond qu'on aurait pu y faire entrer une meule de paille. Mais de pièces, point, elle n'y était plus. Désespéré, il courut jusqu'à la ville et fila tout droit au tribunal, dénoncer au juge les chenapans qui l'avaient volé. Le juge était un gorille, un vieux singe que son grand âge rendait respectable, de même que sa barbe blanche, et plus particulièrement encore des lunettes en or, sans verre, qu'il était obligé de porter à cause d'une maladie des yeux qui le tourmentait depuis des années. Pinocchio lui raconta par le menu l'inique entourloupe dont il avait été la victime. Il lui fournit les noms, prénoms et signalements des deux malandrins et conclut en demandant qu'on lui fasse justice. Le juge l'écouta avec beaucoup de bienveillance. Il prit beaucoup d'intérêt au récit de la marionnette et même exprima émotion et attendrissement. Puis quand Pinocchio n'eut plus rien à dire, il allongea le bras et appuya sur le bouton d'une sonnette. Immédiatement, 2 dogues, habillés en gendarmes, firent irruption dans la pièce. Le juge, montrant Pinocchio au gendarme, leur dit « On a volé 4 pièces d'or à ce pauvre diable. Saisissez-le donc et conduisez-le tout de suite en prison. » Cette sentence inattendue pétrifia la marionnette qui voulut protester, mais les gendarmes, afin d'éviter toute perte de temps inutile, l'empêchèrent de parler et le jetèrent en prison. Il y resta 4 longs mois, et il y serait encore, s'il ne s'était pas produit, un événement exceptionnel. Le jeune empereur qui régnait sur la ville d'Atrapnigo, ayant en effet remporté une grande victoire sur ses ennemis,
ordonna que soient organisées de grandes fêtes populaires, avec illumination, feux d'artifice, courses de chevaux et de vélocipèdes. Et pour que la joie soit à son comble, il fit ouvrir les portes des prisons et délivrer tous les voyous. « Puisqu'on libère tout le monde, je veux m'en aller moi aussi, dit Pinocchio à son geôlier. « Non, pas vous, répliqua ce dernier. Vous ne faites pas partie de ceux qui bénéficient de cette mesure. »« Je vous demande bien pardon, insista Pinocchio. Moi aussi je suis un voyou. »« Dans ce cas, pas de problème, admit le geôlier. Et, saluant respectueusement Pinocchio en soulevant sa casquette, il ouvrit la porte de la prison et le laissa partir. Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi, chapitre 20. À la sortie de prison, Pinocchio se remet en route pour aller chez la fée, mais un horrible serpent lui barre le chemin et il tombe dans un piège. La joie de Pinocchio quand il se retrouva libre est indicible. Sans demander son reste, il quitta la ville et reprit la route conduisant chez la fée. Le temps était à la pluie. Le chemin était devenu un vrai bourbier, dans lequel on s'enfonçait jusqu'à mi-jambe. Mais il ne s'en rendait même pas compte. Ne pensant qu'au plaisir de revoir son papa et sa petite sœur à la chevelure bleue, il courait comme un lévrier, en faisant gicler la boue jusqu'à son bonnet. Tout en courant, il se disait « Dans quel pétrin je me suis fourré ? Mais je ne l'ai pas volé, je ne suis qu'un pantin têtu et susceptible, qui veut tout faire comme il l'entend, sans suivre les conseils de ceux qui m'aiment et qui ont 1000 fois plus d'expérience que moi. Mais dès à présent, je prends la résolution de changer de vie et de devenir un garçon comme il faut et un enfant obéissant. Maintenant, je sais que les enfants désobéissants font tout de travers et qu'il leur arrive toujours les pires désagréments. Est-ce qu'il m'aura attendu, mon papa ? Vais-je le retrouver chez la fée ? Il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu qu'il me tarde de lui faire 1000 caresses et de couvrir de baisers. Et la fée, va-t-elle me pardonner ma mauvaise action ? Quand je pense qu'elle est si bien occupée de moi, en me prodiguant des soins et en me donnant toute son affection, si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est bien grâce à elle. Est-il possible d'être plus ingrat que moi ? À ce point de son monologue intérieur, Pinocchio s'arrêta brusquement, effrayé, et recula de 4 pas. Qu'avait-il vu ? Il avait vu un grand serpent étendu sur toute la largeur du chemin. Sa peau était verte, ses yeux rouges comme le feu, et sa queue dressée fumait comme une cheminée. Innommable est la peur qui avait saisi la marionnette. S'enfuyant le plus loin possible, Pinocchio s'assit sur un tas de cailloux, en attendant que le serpent veuille bien retourner à ses affaires et libérer le passage. Il attendit 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le serpent était toujours là. Même de loin, on voyait ses yeux de feu et la fumée qui sortait de sa queue. Alors, s'armant de courage, il s'approcha et d'une petite voix susurra. « Il faut que vous sachiez, monsieur le serpent, que je rentre retrouver mon papa qui m'attend et que je n'ai pas vu depuis longtemps. Consentez-vous donc, s'il vous plaît, à me laisser poursuivre mon chemin ?» Il attendit vainement une réponse. Le serpent qui, jusqu'à présent, semblait alerte et plein de vie, ne bougeait plus du tout. Il avait même une raideur toute cadavérique. Ses yeux étaient fermés et sa queue ne fumait plus. Serait-il vraiment mort ? Se demanda Pinocchio, qui battit des mains de consentement. Sans tarder, il entreprit de l'enjamber. Mais il avait à peine levé le pied que le serpent se dressa subitement, comme un ressort qui se détend. Affolé, Pinocchio fit un bond en arrière, trébucha et tomba. En fait, il tomba si mal qu'il se retrouva la tête enfoncée dans la boue et les jambes battant l'air. En voyant cette marionnette à l'envers qui gigotait avec une frénésie incroyable, le serpent fut pris d'un fou rire irrépressible, qui finit par lui faire éclater une veine de poitrine. Cette fois, il mourut vraiment. Pinocchio reprit sa course, afin d'arriver chez la fée, avant la nuit. Mais en cours de route, comme il ne pouvait plus résister aux morsures de la faim, il pénétra dans une vigne, avec l'intention de cueillir quelques grappes de raisin muscat. C'était la première fois qu'il faisait une chose pareille. Or, il était à peine à pied d'œuvre que soudain, il sentit que 2 lames tranchantes mordaient ses jambes. Il en fut tout estourbi. La pauvre marionnette était tombée dans un piège, posé là par des paysans désireux d'attraper quelques grosses fouines, fléau de tous les poulaillers du voisinage. Les aventures de Pinocchio, par Carlo Collodi, chapitre 21. Pinocchio est délivré par un paysan qui l'oblige à faire le chien de garde près d'un poulailler. Évidemment,
Pinocchio se mit à pleurer et à crier. Mais ses pleurs et ses cris étaient inutiles, car aucune maison n'était en vue et personne ne passait sur la route. La nuit tomba. Il était au bord de l'évanouissement, à cause de la douleur due au piège qui lui sciait les tibias, mais aussi à cause de la peur de se retrouver ainsi, seul et dans l'obscurité, au milieu des champs. C'est alors qu'il vit passer un ver luisant, juste au-dessus de sa tête. Il l'interpella. « Oh, joli ver luisant, aurais-tu la bonté de mettre fin à mon supplice ?» « Pauvre enfant, » répondit le ver luisant, qui s'était arrêté, et le regardait avec compassion. « Comment as-tu fait ton compte pour te retrouver prisonnier de ces lames ?»« Je suis entré dans le champ pour cueillir 2 grappes de raisin, et ce raisin est à toi ? Non. Et alors, qui t'a appris à dérober le bien d'autrui ? J'avais faim. Ce n'est pas une raison suffisante, mon garçon, pour chercher à t'approprier ce qui ne t'appartient pas. C'est vrai, reconnut Pinocchio, qui pleurait toujours. Je ne recommencerai plus. Leur dialogue fut interrompu par un léger bruit de pas qui se rapprochait. C'était le propriétaire du champ. À pas de loup, il venait voir s'il avait pris au piège l'une de ses fouines qui venait la nuit manger ses poulets. Quel ne fut pas son étonnement quand, ayant sorti une lanterne qu'il dissimulait sous son pardessus, il s'aperçut qu'au lieu d'une fouine, il avait pris un jeune garçon. « Ah, sale petit bandit !» hurla le paysan en colère. « C'est donc toi qui me voles mes poules ?»« Non, non, ce n'est pas moi !» cria Pinocchio en sanglotant. « Moi, je suis entré dans le champ seulement pour prendre un peu de raisin. » Qui vole du raisin peut très bien aussi voler des poulets. Je vais te donner une bonne leçon dont tu te souviendras longtemps. Ouvrant le piège, il souleva la marionnette par la nuque et la porta à bout de bras jusqu'à sa maison, comme si c'était un agneau de lait. Arrivé dans la cour de la maison, le paysan laissa choir Pinocchio sur le sol, l'immobilisa avec son pied et lui dit « Maintenant, il est tard et je vais me coucher. On réglera nos comptes demain. En attendant, comme mon chien est mort, aujourd'hui, tu vas prendre sa place. Tu vas faire le chien de garde. » Puis, sans attendre, il lui passa au cou un épais collier clouté et l'ajusta de manière qu'il ne puisse pas y passer la tête. Une longue chaîne était accrochée au collier et l'autre bout de la chaîne était fixé au mur. « S'il se met à pleuvoir cette nuit, tu peux aller te coucher dans la niche. Tu y trouveras de la paille qui servait de lit à mon pauvre chien depuis 4 ans. Et si par malheur des voleurs se présentaient, n'oublie pas de dresser tes oreilles et d'aboyer. » Ce dernier avis donné, le paysan entra dans la maison et ferma à double tour la porte derrière lui. Le pauvre Pinocchio resta prostré dans la cour, plus mort que vif à cause du froid, de la faim et de la peur. Il passait de temps en temps une main rageuse dans le collier qui lui serrait le cou et se lamentait. « C'est bien fait pour moi, vraiment bien fait. Je me suis conduit comme un paresseux et un vagabond. J'ai suivi les conseils de faux amis. Tout cela me plonge une fois encore dans le malheur. Si j'avais été un bon garçon, comme il y en a tant, si j'avais eu le goût d'étudier et de travailler, si j'étais resté avec mon papa à la maison, je ne me retrouverais pas au milieu des champs à faire le chien de garde pour un paysan. Ah, si l'on pouvait recommencer à zéro. Mais c'est impossible. Il me faut désormais tout endurer. » Ayant déversé tout ce qu'il avait sur le cœur, Pinocchio entra dans la niche et s'endormit.